Merci de cette invitation et je suis vraiment très honorée d'avoir fait partie du comité scientifique et de voir comme vous avez réussi à produire un événement riche, extrêmement bien organisé. Là, je suis très, très admiratrice de votre capacité à organiser ça en ligne, alors que jusqu'au bout, vous avez pensé que vous arriveriez à le faire en présentiel. Et, vraiment bravo pour votre capacité à rebondir. Merci aussi de créer cette occasion de colloque, de discussion sur une question qui est cruciale, qui est enfin reconnue après des années de vie souterraine, hein, comme l'ont bien montré hier dans leur formidable introduction, Frédéric Chauveau et Lydie Baudiou. Je trouve aussi que d'accès, je ne vais pas prendre trop longtemps, hein, je vous rassure tout de suite, mais je voulais juste dire à quel point je trouvais que de faire un colloque de socio-histoire du féminicide, c'était une vraie gageure et que ça posait des questions comme comment faire exister et comment débusquer ce qui, à une époque donnée, n'a pas les mots pour le dire. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours tenu à cœur, parce que j'ai longtemps travaillé sur le vote des femmes à l'époque où elles ne l'avaient pas. Et c'est quelque chose qui me passionne. Et je trouve que c'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement enrichissant, parce que ça a l'intérêt, notamment épistémologique, de nous pousser à interroger nos catégories d'action. Alors, la catégorie d'action féminicide, quand on la mobilise sur des périodes qui pensaient en dehors d'elle. Et du coup, ça amène à s'interroger sur est-ce qu'il y a différentes sortes de féminicides selon les périodes. Si le féminicide, c'est tuer une femme, évidemment, la question ne se pose pas. Il y a des femmes en tant que corps dans toutes les sociétés, mais si le féminicide, c'est tuer une femme parce qu'elle est une femme, ça renvoie au sens et à l'intention, et donc à la motivation et aux représentations de celui qui tue, de celui qui s'autorise à tuer une femme. Et du coup, ça pose des questions comme est-ce que le féminicide évolue à mesure qu'évoluent les catégories du patriarcat, à mesure qu'évoluent les contours de ce qui forme et de ce qui fabrique l'appropriation des femmes, en premier lieu le mariage et l'intervention de Julie Doyon hier était particulièrement éclairante, j'ai trouvé. Et puis en second lieu, la norme hétérosexuelle. Donc voilà, je trouve que ça pose énormément, beaucoup de questions qu'on a commencé à éclairer hier et qu'on va continuer aujourd'hui. Et donc je m'arrête là tout de suite. Je laisse la parole à ceux qui ont la parole, à savoir d'abord Victor Vey, qui est agrégé de sciences économiques et sociales, qui est également masterand à l'École normale supérieure de Lyon et dont les recherches portent sur le genre et la culture, et notamment sur l'antiféminisme et également sur les masculinités à travers les pratiques d'entretien de la barbe. Mais aujourd'hui, il vient pas nous parler de ces questions en particulier, il vient présenter un texte qu'il a intitulé « Les féminicides dans les complaintes criminelles en France au 19e, analyse critique et comparative », une recherche qu'il tire d'un travail qu'il a déjà réalisé dans le cadre d'un stage sous la direction de Christine Détré, dans le cadre d'une enquête ANR, si j'ai bien compris, qui s'intitulait Gender Equality Monitoring. Donc, je lui laisse la parole pour 20 minutes et ensuite, je la reprendrai pour présenter Jeanne Barnico. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça. Alors, je voudrais d'abord commencer par remercier toute l'équipe qui a organisé ce colloque et qui m'a donné l'opportunité de présenter mes travaux ici. Et je voudrais aussi remercier Christine Détré et Camille Martin, qui ne sont pas là, mais qui ont dirigé ma recherche et qui ont pu la relire et m'ont apporté beaucoup d'aide dans celle-ci. Alors, je vais commencer par partager l'écran pour vous mettre la diapositive. Voilà. Est-ce que ça s'affiche bien? Ok, super. Alors, je vais commencer tout de suite. Dans le sillage de la vague MeToo et Balance ton port, le mouvement féministe a récemment connu un regain de force et de visibilité médiatique autour de la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Cette mobilisation a remis sur le devant de la scène, notamment avec des slogans comme « On ne tue jamais par amour », la critique des crimes passionnels. Alors, la notion de crime passionnel désigne à la fois un certain type de crime distinct des autres et une certaine manière codifiée de narrer ces crimes.
La notion a d'une part été inventée dans les colonnes de faits divers, donc pour distinguer des autres meurtres ceux dans lesquels l'assassin entretient avec sa victime une certaine forme de relation amoureuse. Et d'autre part, la notion désigne des récits qui sont faits de ces meurtres, c'est-à-dire une certaine manière de raconter ces meurtres, comme l'a montré récemment Giuseppina Sapio. Ces récits proposent une lecture qu'on pourrait qualifier de romantique de ces meurtres, c'est-à-dire qu'ils proposent un traitement complaisant de la psychologie des meurtriers qui tend à les déresponsabiliser. Cette lecture romantique, donc, bien que de plus en plus critiquée pour son caractère sexiste, reste largement hégémonique aujourd'hui. Et l'objectif de cette communication, ce serait de mettre en perspective cette lecture-là, dominante des crimes passionnels, en se demandant si et en quoi le traitement des meurtres de femmes diffère dans des sources d'un autre type et d'une autre époque. Donc, pour ça, on s'est penché sur les complaintes criminelles et l'évocation des meurtres de femmes dans les complaintes criminelles. Alors, si les travaux historiques abondent sur les faits divers au XIXe siècle et sur les récits journalistiques de crimes passionnels d'hier et d'aujourd'hui, très peu, en fait, se sont penchés sur les complaintes criminelles, jusqu'à très récemment, où autour de Jean-François Heinsen, il y a toute une collecte de sources et un colloque dont les actes ont été publiés il y a 2 mois, qui a été fait, mais c'est à peu près tout. Alors, Jean-François Heinsen définit la complainte criminelle comme un texte chanté narrant dans un but informatif et ou édifiant les détails d'un authentique fait divers criminel. Et la complainte criminelle prend racine dans une longue histoire de la littérature de colportage depuis la fin du Moyen-Âge. Au XIXe siècle, la complainte criminelle connaît un âge d'or, impulsé notamment par le retentissement de l'affaire Fualdès, qui était un fait divers qui a donné lieu à beaucoup de complaintes. Et au XIXe siècle, toujours, elle circule quasi systématiquement dans des canards sanglants. L'expression est reprise à Maurice Levert. Ce sont des feuillets considérés par l'historiographie comme les ancêtres des faits divers. Alors, les canards au XIXe siècle regroupent en général un récit en prose, un titre sensationnel, une gravure et une complainte. Donc, il y a cette espèce de forme relativement stable au XIXe siècle. Et les complaintes de criminels dans ces canards-là, elles aussi ont une forme relativement stable, avec un appel au début, une morale à la fin, et un timbre classique qui est précisé au début de la complainte, c'est-à-dire l'air sur lequel elle doit être chantée. Donc l'air de Fualdès, l'air de la Pimpolaise, etc. Donc des airs qui sont censés être connus à l'époque. Ce sont donc des chansons de colportage dont l'objectif est de faire circuler les nouvelles. Et donc, si les complaintes criminelles et les canards sanglants ont inspiré les faits divers de la presse moderne, ils se sont en fait retrouvés tous les deux vers la fin du XIXe siècle en concurrence. Et c'est notamment du fait de cette concurrence que les canards sanglants vont progressivement disparaître dans l'entre-deux-guerres. Donc, les complaintes criminelles constituent une source d'évocation de meurtres de femmes qui reste à ce jour et sous cet angle, c'est-à-dire uniquement sous l'angle des meurtres de femmes, reste inexplorée. Cette communication s'attachera donc à combler ce manque. Elle rendra compte d'une analyse que nous avons menée sur un corpus de complaintes criminelles évoquant des meurtres de femmes. L'objectif étant, d'une part, d'étudier le traitement réservé à ces meurtres dans les chansons et de le comparer donc à celui qui en est fait dans les crimes passionnels. Et d'autre part, et on fera ça en conclusion, de questionner ces chansons du point de vue des rapports sociaux de sexe. D'où analyse critique et comparative. Pour la méthodologie, donc je vous ai mis là la liste des complaintes criminelles qu'on a retenues. On a travaillé sur un corpus constitué donc de 19 complaintes criminelles qui ont été composées entre 1872 et 1909. Et on a trouvé ces complaintes sur une base de complaintes criminelles qui est en accès libre sur le site Criminocorpus et qui a été justement constitué par Jean-François Heinsen. Pour la sélection, en fait, ça prendrait peut-être un petit peu de temps de tout développer, mais essentiellement, en fait, j'ai pris la catégorie crimes passionnels et parmi eux, seulement ceux dans lesquels la victime est une femme. Voilà, et donc on a procédé à une analyse qualitative de ces textes qu'on a associé à l'analyse des coupures de presse relatives aux crimes auxquels se réfèrent les complaintes criminelles, soit quand elles étaient disponibles sur le site de Criminocorpus, soit sur Gallica. Donc voilà, on a travaillé sur ces complaintes et on les a comparées avec les coupures de presse par ailleurs pour compléter les informations. Alors, donc, j'en viens maintenant au résultat. Donc, la manière dont on a procédé, c'est que, d'après Giuseppina Sapio, le caractère sexiste des récits de crimes passionnels
repose avant tout sur un traitement spécifique des personnages masculins et des personnages féminins. Pour ce qui est des personnages masculins, elle montre que c'est avant tout la déresponsabilisation de l'assassin qui est faite dans ces crimes passionnels modernes en imputant le meurtre à des passions qu'il dépasse. Et pour ce qui est du traitement des femmes dans les crimes passionnels, c'est avant tout une disparition des femmes victimes des récits qui ont à peine un nom, à peine une histoire dans ces récits-là, et qui sont un peu réduites à leur rôle fonctionnel narratif de cadavre, c'est-à-dire prétexte qui va motiver l'écriture d'un crime passionnel. Donc, la manière dont on a procédé, c'est de faire de même. On a regardé le traitement des personnages masculins d'un côté et le traitement des personnages féminins de l'autre dans les complaintes criminelles. Alors, pour ce qui est du traitement des personnages masculins, on ne retrouve pas, dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, la déresponsabilisation comme dans les crimes passionnels. Au contraire, dans 14 complaintes sur 19, les complaintes tendent à condamner très farouchement les crimes de ces hommes et à présenter ces derniers comme des monstres. On pourrait même dire plus, dans la majorité des cas, les chansonniers font preuve d'une grande insistance pour pointer la cruauté de ces assassins. On a fait le relevé un peu de tous les qualificatifs dont ils sont affublés, on peut en citer quelques-uns. Maudit scélérat, homme infâme, homme sanguinaire, triste personnage, méchant homme féroce, affreux, misérable gueux, monstre affreux, etc. Alors, entre ces monstres, tels que les complaintes criminelles les présentent, on en a distingué deux sortes, les monstres à sang chaud et les monstres à sang froid. Les premiers sont des monstres au sens bestial du terme, c'est-à-dire que c'est avant tout leurs éclats de rage et de violence qui les constitueraient à part du genre humain et donc motivent à la condamnation. Pour ça, c'est souvent le champ lexical de l'animalisation qui est utilisé dans les complaintes. Donc, par exemple, dans la complainte sur la jeune fille assassinée de la ferme du manoir, je cite « L'infâme Bougot devient un tigre féroce, puis se précipiter sur sa victime comme un loup dans sa fureur. » Ou encore dans la véritable complainte du terrible drame de Saint-Omer, l'assassin est, je cite, « comme un tigre des forêts qui tape comme un démon ». Bon. Et dans les autres cas, donc les assassins sont présentés comme des monstres à sang froid, c'est-à-dire qu'ils sont souvent présentés comme de froids calculateurs qui font preuve d'une scandaleuse absence de remords. Par exemple, dans la complainte au sujet de l'assassinat de la femme Lemay, c'est donc l'extrait que je vous ai mis à droite, je cite « L'assassin sans regret regarde d'un œil distrait le cadavre de sa femme, alors même que les sévices qu'il lui a fait subir sont particulièrement horribles. » Et là, donc, je recite un autre extrait de la complainte. « Et le coup en est si fort qu'il fait jaillir la cervelle et que le crâne en morceaux va frapper meubles et carreaux. » Donc, voilà, il y a un contraste assez fort entre l'horreur du crime et l'absence de remords du personnage, d'autant qu'on lui prête encore par deux fois des paroles particulièrement indifférentes à l'horreur qu'il vient de commettre. Donc, quand les voisins accourent pour constater le meurtre, toujours dans la même complainte, je cite « Lemay dit sans s'émouvoir, je l'ai tué, viens la voir. » Puis, quand il se retrouve devant les juges, il dit, je cite « Elle allait sortir la nuit, ma foi, je l'ai empêchée, c'est ainsi que sans remords, je lui ai donné la mort. » Toujours dans la perspective de présenter ces monstres, ces assassins comme des monstres sans scrupules, on a aussi la préméditation des meurtres sur laquelle les complaintes insistent parfois longuement. Je vous ai mis là l'extrait du crime des Vallées, dans lequel, en fait, à 3 reprises au cours de la complainte, on va insister sur l'attente dont il fait preuve et de sa patience pour assassiner donc une femme qu'il a rejetée et donc qu'il attend à la sortie de l'usine. Puis en fait elle sort avec une camarade et donc il va attendre à la sortie de l'usine, puis il va attendre le long du chemin que sa camarade s'en aille et qu'elle soit seule pour enfin aller la tuer. Et parfois en fait cette préméditation prend des formes outrancières. On a un exemple, c'est dans la complainte du drame de Saint-Omer. Bonny Lemoine, le meurtrier qui est âgé de 16 ans, fréquente une pension dans laquelle il rencontre sa victime pour préparer son brevet élémentaire. Et la complainte va suggérer de manière assez grossière qu'il aurait prémédité son crime aussitôt qu'il aurait commencé à préparer son examen. Je cite « Il se préparait, dit-on, au brevet élémentaire, mais il préparait surtout peut-être son mauvais coup. » Donc voilà, parfois ça prend des formes un peu outrancières dans cette condamnation des meurtriers. Cela étant dit,
Dans 5 complaintes, on ne trouve pas de condamnation franche du meurtrier. Alors sur ces 5, les 2 premiers cas sont particuliers. Il y en a une, c'est parce qu'elle est extrêmement courte, donc on n'a ni à proprement parler de condamnation, ni à proprement parler complaisance. Et l'autre, c'est en fait adopte un ton burlesque. Donc c'était difficile de trancher entre les deux. Et par contre, dans 3 autres cas, les complaintes présentent une lecture très similaire à celle des crimes passionnels. Par exemple, dans la complainte sur le drame de Pleurtuis, Auguste Lenormand est présenté comme, je cite, un cœur brisé par l'amour partagé et comme, je cite encore, victime à son tour de la sombre jalousie et d'un trop cruel amour. Alors même que ce Auguste Lenormand a tué non seulement celle qui repoussait ses avances, mais la mère de celle qui repoussait ses avances et sa sœur aussi. Et donc voilà, on le voit ici clairement défausser toute responsabilité et on va imputer la responsabilité de ce triple meurtre à l'amour, qui est, comme on pourrait dire, une manière poétique de dire la faute n'a pas de chance. Mais, voilà. Et donc du coup, ce sont des cas relativement spécifiques. On pourrait se poser la question rapidement des critères explicatifs qui présideraient aux différents traitements des meurtriers masculins dans les complaintes criminelles. On pourrait penser que ça tient à des caractéristiques des crimes, où par exemple quand le crime va présenter avec des énormes guillemets des circonstances atténuantes, on va opter pour un traitement de type crime passionnel, et quand le crime est vraiment crapuleux, on va opter pour un traitement de type plus condamnation farouche. Et en fait, bon, c'est pas le cas du tout, parce que comme on l'a vu déjà là avec l'exemple que je venais de citer, le triple meurtre du coup ferait qu'il y a 2 victimes qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Bon, on a quand même un traitement de type crime passionnel, mais on a encore un autre crime passionnel, c'était le crime de la rue Désirée, dans lequel on a un mari qui tue sa femme, qui est infidèle et notoirement alcoolique, après qu'il soit allé la chercher chez justement un amant. Donc il la ramène à la maison, il y a une dispute, et elle lui envoie un pot de grès à la figure, et là, il la tue. On pourrait se dire, voilà, celui qui a composé la complainte se dit il est plutôt dans son bon droit, dans la mesure où il y a infidélité, etc. Mais en fait, dans le reste des autres complaintes criminelles, on voit qu'on a des cas d'alcoolisme féminin qui sont omis, où la complainte va gommer cet aspect-là du portrait pour, au contraire, charger encore plus le meurtrier. Et on a aussi, en fait, le plus souvent, la jalousie qui est présentée non pas comme une excuse, mais beaucoup plus comme un vilain défaut, si on peut le dire comme ça. Et bref, donc en fait, une hypothèse que l'on pose et qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure, c'est que ça revient plus à la classe sociale d'appartenance des compositeurs. C'est-à-dire que dans les crimes passionnels qui sont véhiculés par les journaux, les journalistes sont des professionnels plutôt recrutés parmi les classes sociales supérieures, et les chansonniers des complaintes criminelles sont avant tout issus des classes populaires. Mais c'est une hypothèse qui est difficile à vérifier parce que dans la plupart des cas, en fait, ils sont anonymes, les compositeurs. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais voilà, donc, je vais passer maintenant au traitement des femmes dans les complaintes criminelles. Alors, pour ce qui est des personnages féminins, dans près de la moitié des complaintes, on a des descriptions très positives des victimes. Dans près de la moitié, on n'en dit rien ou presque. Et dans 2 cas seulement, on a des portraits négatifs. Alors, les cas où, où il y a des portraits négatifs sont extrêmement rares. Et comme on a pu l'évoquer juste avant, en fait, dans la plupart des cas, on va avoir une omission quand la victime réelle présenterait des traits ou des caractéristiques qui pourraient nuire à sa réputation et nuire à l'aspect idéal de la victime. La complainte va les effacer et vraiment essayer de proposer un portrait le plus lisse possible. Bon. Sur les 8 portraits positifs, donc voilà, on a la moitié du corpus qui présente des portraits élogieux des victimes, et évidemment, ils sont extrêmement genrés. Ces portraits genrés, on a regroupé en 3 groupes les qualités qui sont prêtées aux femmes dans ces portraits. Le premier, la beauté, la jeunesse et la douceur. Le deuxième, l'innocence, la naïveté, le fait d'être sans défense. Et le troisième, des qualités relatives au travail ménager. Alors, à propos de la beauté, de la jeunesse et de la douceur, les femmes sont souvent présentées comme de belles jeunes filles, mais un cas surtout a retenu notre attention, c'est celui de la douce Marie Chermeux, je cite, voilà, de la complainte criminelle, de la complainte du terrible drame de Saint-Omer, pardon.
qui est présenté comme ayant un front si pur et si blanc. Alors, la complainte insiste surtout sur sa beauté qui serait plus grande encore pendant son sommeil. Donc, je vous ai mis quelques extraits là. Or, Marie Charmeux est en fait égorgée par Bonnie Lemoine pendant son sommeil, et la description de son teint qui deviendrait vermeil, ou le fait qu'elle serait plus belle quand elle dort, arrive en fait au moment où il se tient devant elle, alors qu'elle est assoupie, juste avant de porter les coups. Donc cette proximité entre la beauté, le sommeil et la mort vient bien sûr renforcer le tragique dans une perspective d'économie narrative du récit, puisqu'elle meurt alors qu'elle est la plus belle, mais surtout ça vient comme suggérer qu'une belle femme est avant tout une femme morte, dans la droite ligne de la valorisation de la passivité des femmes, la mort étant le stade suprême de la passivité, et en fait dans les idéaux victoriens du XIXe siècle. Ensuite, les complaintes présentent souvent très positivement l'innocence des victimes. Parfois, elles la mettent en scène de manière extrêmement marquée. C'est les deux cas que je vous ai mis ici et que je vous laisse regarder, où donc dans ces deux complaintes-là, on a des descriptions un peu poétiques de la nature qui se juxtaposent avec celles des victimes, ce qui a pour effet de les peindre en innocentes jeunes filles bucoliques. Donc voilà, je vous laisse les capter. Mais souvent, cette innocence des victimes s'accompagne d'une forme de naïveté et de la mise en avant de leur vulnérabilité. Elles sont souvent trop confiantes et ou sans défense. Donc, par exemple, dans Le Crime de Conflans, on ne cesse de répéter l'adjectif pauvre pour qualifier Charlotte Chenet, la victime. On parle d'elle comme d'une fillette, d'une pauvre enfant, d'une pauvre malheureuse à 3 reprises. Mais en plus, lorsque le meurtrier lui porte les coups, je cite, « La malheureuse demande des grâces en agitant ses frêles bras, mais le criminel fuit de glace. » Donc voilà, on a à la fois, on va insister sur son physique vulnérable, et en plus, en contraste avec, avec le criminel qui lui est de glace. Donc on a vraiment ces deux portraits très stéréotypés, l'un très méchant, l'autre très gentil, voilà, qui se confrontent donc, dans une vision très, très manichéenne. Et alors, c'est notamment pour ça que cette section s'appelle des victimes idéales, parce qu'elles sont idéales par rapport aux idéaux féminins, et elles sont idéales aussi par rapport au fait de se faire tuer, c'est-à-dire on ne pourrait pas rêver mieux comme victimes, puisqu'elles tombent dans les pièges extrêmement facilement, elles sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables, sans défense, etc. Et en plus, idéales par rapport à l'économie du récit, puisque du coup, ces qualités vont rentrer en contraste avec celles qu'on prête au meurtrier monstrueux. Bon, et très rapidement, les victimes sont aussi louées pour leur qualité ménagère, donc ça arrive moins souvent. Dans le mystérieux crime de la Guillotière, par exemple, Madame Servajon, qui est tuée par son mari, est présentée de cette manière. C'est une bonne ménagère, la jeune femme Servajon, habitant la rue Guillotière, 110 paisible maison. Voilà. Et alors, bon, dans la majorité des cas, on a une absence de traitement des personnages féminins, c'est-à-dire qu'elles disparaissent des récits, on n'en dit rien, et donc ça correspond un peu là à ce que font les crimes passionnels modernes. Mais donc, comme dans les crimes passionnels, elles sont cantonnées à leur rôle de cadavre qui vient modifier le récit, qui vient motiver le récit, pardon, puisque sans meurtre, il n'y a pas de récit de meurtre. Et elle ne semble ici, en plus, que figurer pour être l'objet, ou même, on pourrait en dire, le réceptacle des violences masculines, puisque, comme on l'a dit, il y a une insistance très forte pour la mise en scène et la condamnation de la bestialité des meurtriers masculins. Et donc, du coup, ces femmes n'ont pas avoir aucune histoire, elles vont juste être là pour recevoir des coups extrêmement violents qu'on va par ailleurs condamner. Donc, on a vraiment une évacuation des victimes dans la moitié de ce corpus. On a enfin relevé 2 éléments supplémentaires qui viennent renforcer l'image positive des victimes, même quand il n'y a pas de portrait explicite. C'est d'une part les communautés locales qui sont souvent présentes en fin de complainte pour soit pendant les procès, soit pendant les enterrements des victimes, et qui vont donc soit pleurer, soit appeler à la vengeance. Et donc, c'est une manière en fait de rappeler que donc, ces communautés vont pleurer un élément qui avait tout à fait sa place dans la communauté, et surtout qui était à sa place en tant que femme. Voilà, on avait déjà dit 2 mots, mais il y a aussi l'omission d'éléments compromettants qui revient quelquefois dans le corpus.
qui vient donc souligner la qualité, enfin qui vient participer à la création de portraits préamélioratifs des victimes. Donc par exemple, dans Le mystère de l'Erdre, la complainte ne fait aucune mention du fait que Constance Bachelier, la victime, était enceinte de son cousin, son meurtrier, alors même que ce fait-là avait toutes les chances de constituer le mobile du crime, puisqu'il a dû se débarrasser d'une grossesse embarrassante. Mais voilà, évoquer ce fait-là aurait pu porter atteinte à l'intégrité de la victime, telle qu'elle est présentée dans la complainte. Donc ce fait-là est totalement évacué. Enfin, on a aussi la suppression de la résistance des femmes dans ces complaintes. Comme on l'a vu, elles sont souvent présentées comme sans défense, etc. Alors, dans un cas en particulier, on a pu prendre la mesure de l'ampleur de la suppression de la vivacité de ces femmes, parce qu'on avait des éléments qu'on a trouvés dans les coupures de presse. C'est par exemple le cas du crime de Conflans, dont on en avait déjà parlé à propos de la victime innocente avec qui agite ses frêles bras. Alors, dans les faits, le crime tel qu'il s'est réellement passé, les comptes rendus journalistiques détaillent les événements. On a dans un premier temps son meurtrier qui s'appelle Rouillon, qui lui a fait une demande en mariage. Elle a 15 ans, demande qu'elle a refusée. Puis, il l'a menacée de mort. Puis, elle est allée chez ses parents trouver refuge en se faisant accompagner par une amie sur le chemin, précisément en disant que c'est parce qu'elle craignait de le trouver sur son chemin qu'elle a demandé à se faire accompagner. Puis le soir, elle revient à la ferme dans laquelle elle travaille, ainsi que son meurtrier. Donc elle revient de chez ses parents en se faisant accompagner par son père cette fois-ci, toujours avec le même motif de la crainte de le croiser. Le soir, elle dort chez des voisins et non pas dans la ferme dans laquelle elle travaille, toujours pour éviter cet homme qui l'a menacé de mort. Et le lendemain, au repas de midi, donc où tous les domestiques mangent ensemble, il va réitérer ses menaces de mort en public, donc devant les autres domestiques. Et 2 heures plus tard, après le repas, alors qu'elle est en train de faire sa lessive, enfin de faire la lessive, pardon, à un lavoir, il la tue. Donc on voit ici, dans ce cas-là, qu'elle n'est pas particulièrement sans défense, elle n'est pas particulièrement naïve, et au contraire, on voit qu'elle a mis tout un ensemble de stratégies pour se défendre, et qu'on a au contraire une inaction une parfaite inaction de son entourage, que ce soit sa famille, ses amis, les autres domestiques, etc., alors même que les menaces étaient publiques. Bon. On voit donc que dans les complaintes criminelles à la fin du XIXe siècle, on ne retrouve pas, ou peu, les procédés par lesquels les crimes passionnels contemporains banalisent, excusent, voire légitiment les féminicides. Elles tendent au contraire à présenter en majorité des portraits à charge contre les féminicidaires et parfois à laisser une certaine place aux victimes féminines pour renforcer ces portraits à charge. Mais est-ce que ça signifie pour autant que les complaintes criminelles participent à la légitimation ou à la contestation des féminicides? On a envie de dire oui et non, parce que le message est bien de dire que tuer des femmes, c'est mal dans ces complaintes, il y a une vraie condamnation des meurtriers, mais la condamnation de ces déviances a pour conséquence le renforcement de la norme, à savoir le mariage et l'assignation à la sphère privée reproductive des femmes. Rappelons que les complaintes criminelles, qui ont vocation à être chantées dans la rue devant un public, visent à l'édification morale de ceux et surtout de celles qui les écoutent. La condamnation donc de maris tyranniques et violents, de jeunes hommes qui se débarrassent d'une grossesse encombrante et de prétendants qui s'obstinent auprès de femmes promises à d'autres, véhicule implicitement la valorisation d'un mariage honorable et harmonieux. Autrement dit, ces condamnations suivent, voire même redessinent symboliquement les frontières du patriarcat traditionnel. En outre, les complaintes, on l'a vu, présentent des portraits de femmes extrêmement stéréotypés autour de la passivité, de la vulnérabilité, de l'objectification sexuelle des femmes et du travail domestique. Donc, en condamnant farouchement les féminicidaires et en présentant les victimes comme fragiles et innocentes, les complaintes criminelles mettent en garde les femmes non seulement contre des hommes dangereux, mais aussi et surtout contre elles-mêmes. D'après les complaintes criminelles, en effet, les femmes ne seraient en sécurité que dans des espaces où les rencontres seraient strictement contrôlées par les parents ou par les communautés locales, et ceci serait d'autant plus vrai qu'elles ne peuvent faire confiance ni à leur capacité de défense, ni à leur faculté de jugement et d'estimation du danger, puisqu'on les présente comme étant extrêmement naïves. Il nous semble donc que ceci doit clairement être compris comme une mise en garde contre la liberté de mouvement et la liberté sexuelle des femmes.
Merci, Victor. C'est absolument fascinant et j'aurais plein de questions. Bon, moi, je voulais juste peut-être revenir sur la communication de Victor Ray, euh, que je trouve particulièrement stimulante dans le cadre du colloque de ces 2 jours, parce que ça montre bien comment le meurtre d'une femme peut être analysé différemment selon le contexte social de l'observateur. Et Victor, vous n'avez pas beaucoup insisté sur le fait que les chansonniers étaient issus de classes populaires, et notamment parce que vous dites ce sont des anonymes et on n'arrive pas à pister. Mais je trouve quand même qu'il faudrait davantage creuser dans ce sens, parce que le fait qu'on ait qu'on ne soit pas du côté de la défense d'un crime passionnel m'intrigue. Et j'aurais tendance à avoir peut-être une hypothèse ou une interrogation. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 1880, on est avant et après, hein, avec vos 2 corpus, et c'est la loi sur le divorce 1884. Et j'avais travaillé un petit peu sur le mariticide, vous allez remarquer que c'est mon obsession. Et le mariticide, c'était donc le meurtre de l'époux du fait du mariage, et du fait d'un mariage qui était très particulier, qui était le mariage indissoluble. C'est-à-dire qu'on a commencé dans les années 1820 et 30 à défendre la loi sur le retour de la loi sur le divorce, en disant de toute façon la seule solution qui reste aux époux, c'est de se tuer l'un l'autre, parce qu'il n'y a pas de divorce. Et à partir du moment où le divorce apparaît dans la loi, on ne peut plus dire que c'est l'indissolubilité qui porte le poignard. Et du coup, je me demande si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles on va dans les classes moyennes et supérieures, là où le mariage reste quelque chose qui est très fort socialement et qui emprisonne vraiment les gens. Je me demande si ce n'est pas ça qui va amener à passer au crime passionnel, c'est-à-dire comment on justifie le meurtre de l'autre quand le divorce est possible. On ne peut plus dire c'est le mariage qui enferme et qui pousse au crime, et du coup on se tourne vers éventuellement le crime passionnel. Et ce que je trouve formidable dans votre communication, Victor, c'est que dans les classes populaires, on n'en est pas là à défendre le crime passionnel, parce qu'au fond, la question du mariage n'a pas le même poids, et du coup la question du divorce non plus. Et du coup, voilà, c'est un petit peu brouillon, parce que je réfléchis en même temps que je vous parle, mais s'il y avait une question, c'est est-ce que la loi sur le divorce dans vos corpus, et là je m'adresse aussi à Jeanne, pourrait être considérée comme un marqueur, un début de rupture dans la manière de se représenter le féminicide? Alors, enfin, ça ne pose pas de problème si je commence. J'ai le sentiment que la question était plus destinée à moi, pardon. Alors, sur l'aspect conflit de classe entre les chansonniers et la presse moderne, j'ai pas mal d'éléments j'ai pas, sur lesquels je ne me suis pas attardé. Donc, effectivement, il y a un enjeu de classe très fort dans la concurrence entre complaintes criminelles et crimes passionnels. Après, pour l'autre partie sur est-ce que ça a à voir avec le divorce, ça ne me vient pas trop tout de suite. Mais je voudrais essayer de retrouver, en fait, j'avais une des complaintes criminelles où, en fait, c'était pas l'original qui était disponible, c'est-à-dire l'imprimé original, mais en fait sa restitution dans un journal local. Et donc la complainte était encadrée par les réflexions du journaliste sur le texte de la complainte, et où le mépris de classe se voyait, était flagrant. Ah, voilà, c'est dans le mémorial de la Loire et la Haute-Loire, qui se moque du style de la complainte. Le journaliste dit ne vous épouvantez pas, ce n'est pas du Victor Hugo. Et à la fin, à la suite, après la complainte, le journaliste fait cette remarque en plus. Hélas, l'auteur de la complainte a fait à la langue française ce que Montet a fait à sa femme, il l'a lâchement égorgé. Et donc, très clairement, il y a un mépris de la part des journalistes professionnels pour les chansonniers.
qui est directement lié, qui s'exprime dans le langage des ressources culturelles, du fait qu'ils ne savent pas écrire, que c'est mal écrit, que c'est pittoresque, etc. Donc, il y a vraiment une concurrence entre les deux qui se joue à ce niveau-là. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je posais cette hypothèse. Après, est-ce que mes complaintes sont... on pourrait avoir éventuellement un critère, ce serait l'origine géographique de la complainte. Est-ce que, par exemple, celles qui sont écrites à Paris seraient plus crime passionnel? Ça, je n'ai pas le sentiment d'avoir remarqué. Après, sur le lien entre classe et divorce, je pense que oui. Clairement, ce qui sort des complaintes, c'est qu'il y a une conception du mariage qui est très... qui lit très fortement. Même si on n'aime pas sa femme, on ne la tue pas, ça ne se fait pas. Il faut faire de nécessité vertu parce que bon, il y a des morales à la fin des complaintes et c'est souvent ça. Il faut faire preuve de tempérance, il faut faire preuve voilà, il faut prendre sur soi et on ne tue pas. Alors parfois certains rigolent et disent on ne tue pas sa femme, mais on tue sa belle-mère. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a posé une autre question à Victor, c'est de quel type de journaux sont issues ces complaintes? Journaux locaux ou journaux politiques? Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait une autre question qui porte de la même manière sur la circulation des complaintes. Je vais répondre aux deux en même temps. Alors, je ne la vois pas, cette question. Ah, elle est dans la conversation, alors pardon. Oui. Alors, ça ne circule pas dans les journaux. Ça circule dans des petits imprimés qui ne sont pas des journaux à proprement parler. Justement, il y a une concurrence entre comment dire, les quotidiens ou les hebdomadaires, voilà, comme Le Petit Parisien, Le Matin, etc., qui sont des journaux au sens qu'on nous donne aujourd'hui. Et en fait, les complaintes circulent dans des tout petits des feuillets qui font 3-4 pages maximum, ou parfois qui sont imprimés intégralement sur un seul côté. Et où on a un court texte qui va raconter le crime et la complainte et une complainte derrière. Donc la manière dont ça circule, c'est vendu par des chanteurs ambulants. Donc c'est vraiment voilà, c'est des personnes plutôt issues des classes populaires, mais des classes populaires qui savent quand même plutôt écrire, donc plutôt stables, voire classe populaire stable, voire moyenne inférieure. Qui, du coup, s'amusent à écrire des textes, des chansons à propos de crimes qui se passent près de chez eux, et qui font ça avec des imprimeurs qui, après, donc, les impriment, et donc, après, c'est diffusé par des chanteurs ambulants qui se baladent dans les rues, sur les places, sur les marchés, et qui chantent souvent les 2-3 premiers couplets pour donner une idée, de ce qu'est la chanson, et comme ça, après, les gens vont acheter pour avoir le texte intégral. En recueil à l'unité, donc oui, publié à l'unité, et les imprimeurs, beaucoup en province, un petit peu à Paris, et en fait la manière dont elles évoluent, les complaintes criminelles, c'est que ça disparaît d'abord à Paris du fait de la concurrence de la presse, c'est-à-dire qu'en fait les imprimeurs, les petits imprimeurs qui imprimaient des complaintes sont un peu avalés du fait de la concurrence, et en province, ça continue à subsister en fait jusque dans l'entre-deux-guerres, jusque dans les années 30-40, où en fait c'est la radio, c'est le développement et la diffusion de la radio qui tue les chanteurs ambulants et du coup les complaintes avec. Et aussi dans des cabarets. Alors, pour un des phénomènes intéressants, c'est que la concurrence avec la presse fait que, du coup, comme la presse se charge de la restitution des crimes, en fait, la partie en prose qui va raconter le crime dans les canards se réduit progressivement à la toute fin du 19e et début du 20e pour aller vers les complaintes criminelles se rapprochent de plus en plus de feuillets de chansons où on n'a plus que la chanson en mode spécialisation, quoi. Comme les autres font concurrence pour des images de bonne qualité et des comptes rendus de bonne qualité, nous, on fait ce qui nous reste de spécifique. Et du coup, et en fait, ça a beaucoup, je crois pas avoir trouvé de travaux, c'est vaguement évoqué de temps en temps, mais il y a un lien fort entre la chanson réaliste
de type Aristide Bruand, etc., qui naît vers le début du XXe siècle, et les complaintes criminelles, en fait, où les complaintes vont progressivement basculer vers un format qui ressemble beaucoup en feuillet de chansons telle qu'elle circulait, telle qu'elle se faisait. Ça ressemble au format dans lequel circulait la chanson réaliste. Je ne sais pas si c'est clair, mais donc je n'ai pas trouvé d'éléments qui disaient spécifiquement si ça circulait dans les cabarets, mais l'historiographie dit plus dans la rue, mais par contre, je pense qu'il y a eu une évolution qui allait vers là. Voilà. Il y a encore une question d'Éléonore Reversi et puis une de Margot Giacinti. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce qu'il y a des chanteurs ambulants femmes et des chanteurs ambulants hommes? Et une autre question, est-ce que c'est un corpus proche de celui étudié par Mollier sur la littérature de trottoir? Alors, ça va aller très vite parce que je ne sais pas. Et je ne sais pas. Je n'ai pas du tout trouvé dans mes lectures d'éléments sur la sociodémographie des chanteurs ambulants. Alors, dans la mesure où c'est un métier de l'extérieur, un métier public, etc., enfin, je suppose que ça doit être en majorité des hommes, mais je n'ai rien trouvé sur des femmes chanteuses. Je me demandais, parce que j'ai des cas, moi, de féminicides qui sont faits par des chanteurs ambulants. Du coup, je me demandais, voilà, potentiellement, est-ce qu'ils sont amenés eux-mêmes à chanter des choses qu'ils vont faire après? J'ai jamais trouvé de mention en fait, de chanteuse ambulante, donc je me demandais voilà, s'il y avait, si c'était un métier qui était exclusivement masculin, quoi, qui était réservé aux hommes. Je pense. Hein, après, dans l'écriture, c'est pareil. Les quelques noms qu'il y a qui sont imprimés en bas des complaintes, c'est toujours des noms masculins. Après, peut-être que justement, parmi les anonymes, il y a des femmes qui justement les écrivent de manière anonyme. Mais c'est difficile d'en savoir plus.